nous, ce qu'on vous propose, c'est un autre regard sur la résilience alimentaire qui part de l'explication de la complexité du système alimentaire. Donc moi, je m'appelle Lucille Gical. Noélie. Et donc, du coup, on est tous les deux membres bénévoles au sein des Grenades d'Avance. Du coup, nous, on fait partie de l'association qui s'appelle les Greniers d'Abondance. Je ne sais pas si vous connaissez. Pourquoi on s'appelle les Greniers d'Abondance? Ce lieu qui est dans le nord, parce que je suis avec tout le hier soir, on m'a dit qu'au-dessus d'Avignon c'était le nord, donc ici c'est Lyon. Et du coup, c'est les Greniers d'Abondance, en fait, c'était des grands bâtiments comme ça. Donc si vous êtes déjà allé à Lyon, c'est sur les quais de Saône. Quand vous visitez, vous voyez. Et en fait, à l'époque, donc 18e siècle, ça permettait de stocker le grain. Et en fait, du coup, d'avoir un stock sur un an pour approvisionner la population lyonnaise. Donc la population lyonnaise, il faut bien imaginer qu'au XVIIIe siècle, il n'y avait pas le même nombre d'habitants sur Lyon que maintenant. Mais en tout cas, du coup, on a repris ce nom des Greniers d'Abondance dans la notion de stockage alimentaire. Donc voilà, une petite ascension. Donc, nous, on est une association qui date en gros de 2019. 2020, c'était juste avant le Covid et on est sorti sur la tendance résilience alimentaire, on va dire. En fait, l'association, elle était portée par un projet de recherche-action qui s'est fait au Grand Angoulême. Ce projet de recherche-action, il a permis la rédaction d'un premier rapport publié en février 2020 et c'était au moment du Covid. Et donc, c'est là où on a commencé à parler de résilience alimentaire. Donc, ce rapport, c'est ce qui va nous animer là sur les 40 prochaines minutes. Ça va être de comprendre, enfin on va vous présenter pourquoi nous on dit que le système alimentaire il s'est complexifié, pourquoi il est vulnérable, quelles sont les menaces qui pèsent, et puis on va être sympa, on va essayer de partager des solutions après pour aller vers cette résilience alimentaire. Et puis du coup, quand on a publié ce rapport qui est plutôt à l'échelle territoriale, on a publié un deuxième rapport en 2022 sur les verrous au niveau national, voire international, voire sur la libéralisation économique, etc. Quels sont les freins qui rendent difficile en fait la résilience alimentaire au niveau des territoires. Donc vous en avez dit quelques-uns tout à l'heure. Bon, je reviendrai sur un outil qu'on a développé. Donc, du coup là, nous, on fait aussi de la recherche, on continue de faire de la recherche-action, de la vulgarisation de données scientifiques, on fait de la sensibilisation. On fait pas mal de conférences, des interventions auprès d'associations, des bulles d'albums, voilà. Et puis du coup, on outille les collectivités aussi à se saisir en fait de cet enjeu. Donc j'y reviendrai, mais on a un outil cratère, je reviendrai en détail tout à l'heure. Et puis voilà, on fait partie aussi du collectif Nourrir et du collectif de la sécurité sociale alimentaire. Là, parce qu'on est une super asso, on vous a présenté tous nos partenaires financiers et surtout il y a pas mal de collectivités qui sont adhérentes à l'association. Donc on a à Paris, Grand Angoulême, on a aussi des plus petites villes communales, Villa-le-Grand. Peut-être préciser aussi que le premier rapport a été quand même constitué à travers le projet de recherche et le financement ADEME, SAT, mais aussi beaucoup d'énergie bénévole. L'association a une centaine, 150 bénévoles. 150 adhérents et 30 bénévoles. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien. La différence entre les deux, mais je tiens à signaler qu'il y a eu un gros travail de bénévoles, notamment sur l'application de Cratère. Et aujourd'hui, on a réussi à pérenniser un peu des financements, mais l'essentiel a quand même été constitué aussi avec les bénévoles. Donc aujourd'hui, voilà, on a une trentaine de bénévoles. On partage on voit de la résilience alimentaire. Vas-y, parce qu'après. Voilà, donc ça, c'est ce qui va nous animer, comme je vous disais, complexité du système alimentaire, vulnérabilité, menace, et puis vers où on va aller, et puis après, il y a des gens qui vont pouvoir témoigner aussi d'actions opérationnelles. Donc, qu'est-ce que le système alimentaire? Donc, en gros, ça, c'est un peu des images qui expliquent qu'est-ce que c'était l'agriculture à la fin du 19e siècle. Donc, on voit très peu de machinisme agricole, des fermes plutôt familiales. Enfin, je passe assez vite, mais voilà. Les moyens de transport, c'était principalement le train et après la traction animale, évidemment. Et puis, au niveau de la distribution, le fait qu'on avait peu de moyens de locomotion, du coup, les points de distribution étaient en proximité des fermes. Donc ça, c'est un peu l'ambiance, on va dire, de l'époque. Et puis au XXIe siècle, nous, il y a un exemple qu'on aime bien. Donc là, j'ai très peu de temps pour vous présenter, mais normalement, c'est assez marrant de découper ce qu'il y a dans un yaourt aux fraises. Qu'est-ce qu'il y a dans un yaourt aux fraises? On va dire, il y a du lait, des ferments et des fraises.
jusque-là, on est à peu près tous d'accord. Et en fait, bon là, on a pris celui-là, mais vous pouvez prendre d'autres de grande distribution. En fait, quand on découpe la liste d'ingrédients, et ben en fait, on se rend compte qu'il y a à peu près 6 variétés végétales pour produire ce... Je vais y revenir, mais il y a à peu près 6 variétés végétales pour produire ce yaourt aux fraises. Et ça provient à peu près de 9 origines différentes dans le monde. Pourquoi ? Et bien évidemment, pour faire ce yaourt aux fraises, il faut des vaches. Et pour les vaches, on a besoin d'alimentation animale. Donc là, du coup, on a besoin de blé, de maïs et de fourrage. Et donc du coup, là, on voit qu'on a une multitude de variétés végétales dont on a besoin. On a besoin de fraises, mais le yaourt aux fraises, il ne s'arrête pas sur une période d'année en termes de saisonnalité. Vous avez toute l'année des yaourts aux fraises, on est tous d'accord. Du coup, on a besoin de fraises principalement hors sol, toute l'année. Donc, on parlait des gros bassins de production de fraises, donc Almería par exemple en Espagne. Donc là, ça fait du coup une autre production végétale. On a besoin de sucre, donc on a besoin de betterave, évidemment, vous disiez. Donc là, on a besoin d'une nouvelle production végétale. On a besoin de carottes. Pourquoi on a besoin de carottes? Comment? Le colorant. Enfin, c'est le colorant. La fraise dans le yaourt ne reste jamais rouge. Du coup, pour maintenir la couleur rouge du fruit, on a besoin de carottes. On n'a pas besoin de colorant artificiel et de produits vétérinaires, tout ça aussi. Bah aussi évidemment, vous disiez on a des produits phytosanitaires aussi, évidemment, parce que c'est pour maintenir ces cultures et une production importante du coup, et maintenir ce niveau de production, on a besoin du coup d'insecticides, d'herbicides, et surtout le plus gros enjeu c'est les engrais azotés. On a besoin, alors votre yaourt c'est incroyable, mais en fait le lait il varie au cours de l'année, une vache c'est un lait qui varie en protéines, en bactéries lactiques. Et du coup, pour ça, pour stabiliser votre yaourt, eh bien, on va rajouter de la gomme de goire, de l'amidon. Et donc ça, principalement, ça vient d'Inde et du Pakistan. Donc là, c'est une autre production. Évidemment, on a besoin d'usines pour transformer toutes ces carottes en jus de carotte. On a besoin d'usines également pour transformer ces fraises en petits cubes bien rouges. Pour produire les produits phytosanitaires, et principalement les engrais azotés, on a aussi besoin d'usines et d'extraction. L'extraction, elle se fait dans des centres miniers qui sont en Afrique, il doit y en avoir un peu aux États-Unis, au Maroc, voilà. L'extraction de ces éléments. Et puis ensuite, évidemment, on a besoin de transport pour approvisionner, donc à peu près, donc c'est 9 régions. Donc évidemment, on a besoin de bateaux, on a besoin de camions. Et puis voilà, j'ai à peu près fait le tour. De pétrole. Comment? Oui, de pétrole évidemment pour tout ça. Du coup voilà, donc souvent, en tout cas moi quand j'ai commencé, c'est à peu près ce que je voyais d'alimentaire, c'est-à-dire moi je prends ma voiture et je vais dans mon supermarché, et puis quand je suis dans le supermarché, en gros je sais qu'il y a un camion qui arrive dans le supermarché et qui promène les produits. Par rapport à ce que je viens de vous dire, vas-y, passe. Et en fait, il faut un peu plus d'usines, un peu plus de camions, un peu plus d'origine de produits pour faire ce yaourt. Et c'est pour ça qu'on explique que en fait, le système s'est complexifié. Avec évidemment le pétrole en abondance et peu cher, et du coup les bassins de production, les bassins de transformation et les usines de transformation se sont éloignés des bassins de consommation. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut avoir ce type de système. Je reviens aussi sur le consommateur, là, pour information, sur un foyer en gros de 4 personnes. En moyenne dans la semaine, les gens en voiture ils font 60 km par semaine pour s'approvisionner sur leur denrée alimentaire. Donc ça prend en compte d'aller au supermarché, d'aller chercher le pain, mais donc 60 km en voiture. Et ici, dans un grand magasin, quand vous achetez un produit grande consommation, en moyenne il a fait 700 km. Et je parle pas de la partie origine, je parle juste quand il part de l'usine, il a fait en moyenne 700 km pour arriver dans votre supermarché. Parce que aussi toute l'organisation aujourd'hui de la grande distribution, etc., c'est la maximisation du transport, et donc du coup d'avoir des grands hubs de transport pour approvisionner les différents, et du coup que ça coûte moins cher, etc. Mais ça peut apporter, on verra, plusieurs problématiques. Voilà. Donc voilà, donc en fait le système alimentaire et agricole, quand on en discute souvent, ce que je vois, en fait, même dans la presse, on parle de la production et on parle des consommateurs. Et on est tout le temps en train de les opposer.
Donc voilà, mais il n'y a pas que ça en fait dans le système agricole et alimentaire. Comme on l'a vu, il y a les intrants agricoles, il y a les usines de transfo, la distrie, la gestion des déchets, le transport et logistique, et puis les politiques foncières et agricoles, portées principalement par la PAC, et puis politiques foncières principalement par la CAFR, Chambre d'agriculture. Donc voilà, donc ça c'est les instances qui composent aujourd'hui le système alimentaire. Et puis pour relier tout ça, évidemment, j'ai besoin de pétrole en abondance, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà. Comment on arrive à un système où on produit beaucoup avec, tout en maintenant, je dirais, ce niveau de production et ses rendements, bah, du coup, l'utilisation intensive d'intrants, la spécialisation des territoires. Ça suffit de prendre le train, je sais pas, Marseille-Paris, vous allez juste avoir le paysage évoluer. Il faudrait monter même un peu plus à la Marne, là-bas, une autre ambiance. Donc la spécialisation des territoires. Et puis un deuxième, où j'y reviendrai, c'est la concentration des acteurs économiques au niveau de la grande distribution et au niveau des outils de transformation. Et donc quand je dis ça, je parle vraiment, parce que j'y tiens, parce qu'à chaque fois j'ai la remarque, je parle vraiment des géants de l'agroalimentaire. Je ne parle pas des petits outils de transformation, PME, etc. Mais voilà, donc une forte concentration économique qui porte une forte concentration. J'y reviendrai aussi, mais dans les exemples, en gros, la grande distribution, c'est 4 enseignes, enfin en gros c'est 4 grosses enseignes qui portent l'ensemble, et la grande distribution, c'est 92% des produits alimentaires qui transitent par la grande distribution. Donc 4 enseignes. Donc là, on voit que c'est ça. Si vous le permettez, concernant l'utilisation intensive d'intrants, je vais faire plaisir à la dame en face, on a fait énormément de progrès. Alors, vous pouvez juger qu'elle est encore intensive, l'utilisation d'intrants, mais ce n'est pas tout à fait juste. Parce que si on se base par rapport aux 20 ou 30 dernières années, sur les 15-20 dernières années, chaque culture, il y a des analyses de sol qui sont faites, et on apporte aux plantes uniquement ce dont elles ont besoin. Et en fractionnant les apports de façon à ce qu'il n'y ait pas de déperdition, avant on apportait une fois tout ce que la plante risquait d'avoir besoin, et on en mettait donc beaucoup plus. Et maintenant, c'est fait par rapport à des analyses de sol, et les apports sont apportés en plusieurs fois, en petite quantité. Pas uniquement pour le bien de la planète, mais surtout parce que la plante le prend mieux, et surtout parce que, notamment tout ce qui est le prix des engrais a été multiplié par 7 sur les 10 dernières années. Oui, et donc, c'est une notion économique. Mais là, on est vraiment sur une explication de comment on est passé d'un système alimentaire fin 19e à celui d'aujourd'hui. Donc une explosion de la productivité. Cette explosion de la productivité est liée à l'utilisation intensive de ces intrants. C'est pas aujourd'hui, évidemment, il y a des évolutions, ça dit pas, ça raconte pas, oui, importantes, mais elles ne sont pas liées que à la volonté de. Enfin, il y a beaucoup qui rentrent beaucoup en question sur comment on optimise l'usage des intrants. Et il reste quand même très important dans l'usage en général du système alimentaire. Quand on voit l'effet de l'augmentation du gaz, par exemple, sur le prix de l'engrais azoté, on voit bien que ça a été déterminant pour des fermes qui ont perdu beaucoup à ce moment-là. C'était il y a 2 ans. Donc ça reste quand même un élément alors, qui évolue, qui est peut-être moins, mais qui reste structurant et impactant. C'est important de. C'est bien de penser, mais c'est important de montrer que c'est structurant quand même. En France, c'est beaucoup moins donc voilà. Donc, je tiens aussi à dire un autre élément aussi. En fait, là, l'idée, c'est de se dire, je reviens, on n'a pas parlé de la révolution verte, parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais je rappelle quand même, après la Seconde Guerre mondiale, ça a été quand même le challenge de produire plus, produire intensément, jusqu'à être, par la volonté de première puissance agricole. Hein. Donc c'était ça l'objectif fixé. Donc en fait, là aussi, l'idée, c'est de dire, les agriculteurs, ils ont atteint les objectifs qu'on leur avait fixés. Hein. Avec aujourd'hui, en fait, une liste de limites que nous, on estime être des limites pour le maintien d'un système alimentaire. Après, là, on ne présente pas forcément des limites, d'explication. C'est-à-dire que c'est sur ces éléments-là que peut tenir ce modèle-là aujourd'hui. Il est remis en question, notamment, vous l'avez dit, sur l'utilisation intensive d'intrants. C'est remis en question et ça va remettre en question les rendements. On a des données assez précises sur l'évolution des rendements à la baisse sur un certain nombre de cultures. Et donc, c'est pour dire que si ça baisse, le modèle en tant que tel ne peut pas perdurer exactement avec ces niveaux de productivité. Et donc, il faut le considérer.
C'est ça le message. Après, effectivement, sur les raisons de pourquoi on a fait évoluer le modèle comme ça, il y a la volonté de donner une puissance agricole, mais aussi de nourrir la population après la Seconde Guerre mondiale. On peut dire que le pari a été largement réussi. Donc là, on décrit une situation après, on va rentrer un peu plus. Oui. Oui, juste pour la première utilisation intensive d'intrants, c'est aussi lié au fait que, vous savez, on est sur les territoires, vous savez qu'on est les champions de France sur le territoire de l'agriculture biologique, hein, notamment sur le Var. Et on est sur des problématiques où on est obligé, avec des produits qui sont moins rémanents et qui sont moins, si vous voulez, agressifs, d'utiliser paradoxalement plus d'entrants, justement pour pouvoir être efficace, parce que pour l'instant, ok, on a un marché qui nous dit, c'est bien, l'agriculture biologique, mais dès qu'on a une petite tache sur un fruit, dès qu'on a une petite, on le voit bien dans les magasins de producteurs d'ailleurs, une petite déformation foliaire d'un produit, et bien on ne vend pas le produit. Oui, mais vraiment, je tiens à vous dire, on n'est pas en train de cibler une certaine agriculture versus une autre. On parle d'une évolution du système qui fait qu'on a une situation du système alimentaire aujourd'hui qui permet beaucoup d'abondance dans vos magasins quand vous allez faire vos courses. Et ce qu'on explique, c'est qu'on a perdu aussi la notion de qu'est-ce qu'il y a derrière quand on achète l'ensemble des menus. Après, on va revenir sur les modèles de production, les pratiques agricoles, etc. un peu plus loin. Mais effectivement, il n'y a pas de recette magique, le bio n'est pas magique, il a d'autres contraintes, etc. On est d'accord là-dessus. Du coup, j'avance parce que je dois bien aussi. Et bien voilà, du coup, du coup, on arrive avec ce modèle de système alimentaire contemporain à une situation, on va dire, d'abondance. On est en capacité, en termes de volume, de diversité des produits, à avoir des stocks et vous pouvez traverser la rue, vous avez un accès a priori très facilité à l'alimentation, beaucoup plus qu'il y a un siècle en arrière, surtout en termes de diversité, de volume, etc. Pour autant, on pourrait dire, super, finalement, on est dans un système qui remplit son rôle, c'est-à-dire un système alimentaire, d'un point de vue science des systèmes, un système, il a une mission, un objectif, celui de l'alimentation, c'est d'approvisionner donc durablement toute la population. On peut considérer qu'il y a un certain nombre de défaillances, en tout cas d'éléments qui peuvent remettre en question l'efficacité de ce système alimentaire contemporain, d'un point de vue sanitaire, environnemental, social, économique, mais aussi en termes de gouvernance, des rapports de force et de pouvoir qu'il peut y avoir entre les différents maillons et acteurs de ces maillons du système. D'un point de vue purement sanitaire, alors pendant longtemps, on l'a vu, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, gros enjeux, il y a le film Abbé Pierre d'ailleurs qui est sorti, on voit à un moment donné qu'il s'adresse en disant on ne peut plus durer comme ça, alors il parle du logement, il y a aussi l'accès à la nourriture, donc il y a de l'insécurité alimentaire et il y a un enjeu à ce qu'en tant que nation, on réponde à cet enjeu-là. Mais finalement il y a une évolution et aujourd'hui, alors l'insécurité alimentaire il y en a encore, les enquêtes montrent que près d'un quart des Français déclarent se restreindre sur la quantité pour des raisons financières, sans même parler d'accès à l'aide alimentaire. Je vous invite à aller voir les baromètres. C'est se restreindre, c'est pas dire je ne peux pas acheter ma nourriture, mais il y a des choix différents. Il y a des choix différents qui sont faits par rapport à ce qui se passait avant. Avant, on se mettre le toit sur la tête et remplir le frigo. Et tout le reste, ça venait quand on avait le toit sur la tête, en location ou autre, et puis aujourd'hui, on a accès, qui n'a pas un ou deux portables, etc., des plans à la consommation. On est rentré dans une société où la priorité ne sont plus les mêmes. On reviendra sur la question du prix, mais même à prix faible, apparent faible, de la nourriture, les gens ne peuvent pas forcément y accéder. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut que la nourriture soit plus basse en termes de prix, parce que vous l'avez bien précisé en entrée, ça veut dire que derrière, en termes de rémunération, il y a des gros problèmes. Mais ça veut dire qu'il y a un problème de prix, effectivement, mais aussi du prix à l'accès. Et il y a quand même un quart de Français, c'est pareil, qui ont des problématiques financières pour se nourrir. Ça va impacter la diversité de leur alimentation, leur capacité de choisir, la fraîcheur, etc. Sans parler des contraintes culturelles
Ensuite, il y a un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue sanitaire, on a des problématiques de surpoids qui ne sont pas anodines et qui ont un vrai coût. On a en France la moitié de la population qui est en surpoids et des problèmes d'obésité qui va toucher jusqu'à 15% 15 ou 16% des adultes, avec un coût financier, sanitaire très important quand même pour la collectivité. Au-delà juste de ce que ça représente pour les personnes. J'accélère. Alors, ensuite, il y a le point de vue environnemental, donc ça on va y revenir, mais ce système-là a des effets, des externalités, on dit, sur l'environnement qui sont importantes. Aujourd'hui, au niveau mondial, on considère que la question des gaz à effet de serre, c'est un tiers des émissions mondiales qui sont liées au système alimentaire. Je parle du système alimentaire dans son ensemble. Sur la biodiversité, là on est sur 80% de la déforestation qui serait liée à ces activités du système alimentaire. Et puis on voit, notamment en lien avec la spécialisation et les exploitations et des territoires, des concentrations qui peuvent avoir des enjeux. On connaît bien l'exemple de la Bretagne et de l'élevage porcin. C'est 55% des cochons vivant en France qui sont en Bretagne. Donc on peut juste avec ce chiffre se représenter la pression sur l'environnement. Donc là c'est la gestion des déchets, etc. Donc ça vient aussi avec son lot de difficultés à gérer ces externalités. En termes de coûts, c'est très compliqué d'évaluer ces coûts-là. Il y a des tentatives, mais c'est très compliqué, ne serait-ce que pour l'eau. Il y a une étude qui a porté là-dessus sur le coût de dépollution qu'impliquerait de traiter les eaux polluées par l'agriculture, ce serait à peu près 1 milliard par an si la collectivité s'en chargeait. Mais je mets des pincettes sur tout ce qui est estimation des coûts, parce qu'il y a des tas de variations, les méthodes sont compliquées, etc. Par contre, on sait que c'est très impactant. Enfin, d'un point de vue social, on a déjà parlé de la précarité alimentaire. Pendant le Covid, c'était 8 millions de Français qui étaient à l'aide alimentaire. En moyenne, je crois que c'est 5 millions. Donc c'est énorme. Et surtout, ça va croissant et ça touche des parties de la population de plus en plus nombreuses. On peut citer les étudiants, par exemple, qui ont pas mal été mis en avant pendant le Covid. Et puis enfin, la précarité du travail aussi. On a un système dans lequel les emplois, de nombreux emplois, sont des emplois avec des conditions difficiles, voire précaires, mais à tous les échelons. Et donc c'est pareil, ça pose question finalement d'un système qui produit abondamment, mais dont les conditions de travail des travailleurs au sein de ces activités-là posent des vrais enjeux. Enfin, il y a la question économique, la valeur ajoutée, la répartition de la valeur ajoutée. Donc c'est aussi un élément que vous avez amené en introduction. Il faut se poser des questions sur l'évolution de cette valeur ajoutée et la répartition en fait, de cette valeur entre les maillons et en premier lieu les producteurs agricoles. On voit qu'ici c'est 13% de la valeur ajoutée, c'est-à-dire sur 100 euros d'achat alimentaire, donc c'est une étude de Boyer en 2019, c'est à peu près 6,50 euros qui revient à l'agriculteur. C'est à l'échelle nationale et c'est macroéconomique. On s'entend que si on a des situations, on peut décortiquer. Enfin, ce ne sera pas pareil, le billet va varier. Moi, je me suis amusé à faire ça avec les éleveurs, les maraîchers, etc. Selon les filières dans lesquelles on est, selon les modes de commercialisation, on a des billets très différents. Et selon les choix aussi d'exploitation agricole. Et puis, par ailleurs, il faut savoir qu'il y a des aides publiques aussi. La PAC, c'est 14,5 milliards par an pour la France de contribution. Et ça concerne essentiellement l'élevage. On nous dit parfois que quand on achète de la viande ou des produits laitiers, on a déjà payé une petite partie du produit via les contributions. Donc, en fait, on est dans une situation, et c'est un peu là l'idée de cet exposé, c'est de montrer qu'on a un modèle qui produit une nourriture abondante, a priori à un prix assez faible, mais si on prend en compte tout ce que je vous ai raconté avant, en fait, elle coûte très très cher et elle va nous coûter très très cher. Et donc c'est ça qu'on voulait aborder. C'est le premier morceau, le deuxième est aussi un peu violent. Mais... moi je vais passer un peu vite parce que après... Ouais. On avance. Et puis surtout, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments là dans le système vulnérable, donc c'est les menaces qui pèsent sur ce système alimentaire d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses que vous connaissez déjà.
du coup, il y a le changement climatique. Alors, le changement climatique, moi je trouve que c'est un peu trop beau, je dirais plutôt dérèglement climatique. On y reviendra, mais des éléments plus intenses. Ça, c'est l'évolution de la concentration atmosphérique en CO2 et la température sur la moyenne de la surface terrestre. Donc ce graphique, en fait, juste à revenir, c'est ce qu'il montre, c'est que, en gros, plus le CO2 augmente, plus la température augmente. Donc, corrélation. Et le CO2, il est produit principalement, donc on le voit en gros, c'est le temps, ça, année avant le présent. Donc, le présent, on est à temps zéro là. Et en fait, on voit que c'est vraiment l'époque qu'on appelle l'anthropocène ou l'industrialisation, je dirais, qui a fait fortement augmenter ce CO2 et du coup la partie de la température. Ça, c'est lié à la hausse des températures. On peut se dire, bon, ça a peu ou pas d'impact sur notre agriculture. Mais en fait, ce graphique-là, il montre que la hausse des températures entraîne des impacts sur les productions agricoles. En gros, ici, vous avez, en couleur, là, vous avez les types de production agricole. Et en rouge, on vous a mis les... Donc en gros, quand il y a les pics qui descendent comme ça, c'est qu'il y a une baisse de rendement. Et donc, on est allé regarder qu'est-ce qui a impacté ça. Donc c'est soit des sécheresses, soit des vagues de chaleur, soit des inondations. Donc là, on voit évidemment que la hausse des températures, le dérèglement climatique, va entraîner des baisses de rendement sur notre modèle actuel. Ça, c'est pour vous donner envie de monter la note. Donc, en fait, c'est une base de référence 1970 sur laquelle il y a une projection de quelle va être la hausse des températures à horizon 2055-2085. C'est l'humidité relative des sols. Oui, enfin, et liée à la chaleur. Et donc, du coup, l'humidité relative, on voit qu'en 2055, elle va impacter des zones, par exemple ici. Donc c'est une zone de forte production en céréales, et donc du coup par rapport à ce qu'on a vu évidemment avant, il va falloir adapter, donc il y a pas mal d'études qui sont en cours sur l'agronomie, mais il va y avoir quand même une baisse de rendement. Et on voit que quand il y a des niveaux de diminution de l'humidité des sols, et bien ce qu'on voit c'est qu'il y a une baisse des rendements, je dirais naturelle, si je peux le dire comme ça, naturelle, et donc ça c'est vraiment sur des dégradations de flux. Je passe vite. Donc, en gros, ce qui va se passer sur le dérèglement climatique, c'est qu'on va avoir un changement au niveau des équilibres naturels sur le fond. Et puis après, on va, comme on le voit aujourd'hui, des impacts de crise. Là, j'étais dans le Pas-de-Calais il n'y a pas longtemps. Les inondations, par exemple, il y a des agriculteurs qui n'ont pas pu traire leurs vaches parce qu'il y avait trop de flotte. Donc voilà, c'est des éléments comme ça qui vont venir impacter en fait notre système. L'effondrement de la biodiversité sauvage et cultivée. Donc ça, c'est la répartition des mammifères terrestres en biomasse sur le monde. Donc en fait, 1 carré, c'est 1 million de tonnes d'animaux. Donc, ça parle pas trop, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, notre biodiversité sauvage, clairement, elle a été, je dirais, elle a laissé la place, elle a laissé la place du coup à un élevage domestiqué. Et puis évidemment la place de l'homme. L'utilisation massive des produits phytosanitaires, donc comme on l'a vu, dégradation de l'écosystème naturel, avec la disparition des haies, donc bon, là on y revient, on en replante, etc. Le labour on a arrêté, etc. Mais ça a quand même détruit la biodiversité des sols. Il faut savoir pour que 1 cm3 de terre se régénère, il faut 10 ans. Donc on voit que c'est quand même compliqué à rattraper. Au niveau des insectes, donc les pollinisateurs, principalement les abeilles, c'est moins 67% en 10 ans. Les pollinisateurs, on peut se dire bon c'est les abeilles, mais en fait ça permet quoi? Ça permet du coup la production de nos cultures végétales. Ça vient générer la pollinisation. Et puis derrière, on a tous les oiseaux et certains mammifères, moins 30%, moins 60%. Les oiseaux, ça permet quoi? Ça permet aussi évidemment de limiter les ravageurs et du coup d'avoir une certaine sélection. Donc on dit en fait c'est 1 million d'espèces qui sont menacées d'extinction et quand on dit ça, il y a plusieurs scientifiques qui parlent de 6e extinction de masse parce qu'en fait 75% de notre biodiversité est dans le sol et donc du coup c'est celle qu'on détruit. Enfin, on ne voit pas, on la piétine assez régulièrement. Donc voilà. La disparition des terres et des agriculteurs, ça c'est un point important. Noé l'a pas dit, mais moi je tiens à le dire, sur les agriculteurs, il y a 1/3 d'entre eux qui gagnent le SMIC, et avec des taux horaires qui sont pas très sévères, si je peux dire comme ça. Et ensuite, il y en a 1/4 d'entre eux qui sont dans le seuil de pauvreté, c'est 600 €.
Et c'est la catégorie socio-professionnelle la plus touchée par les suicides. Plus 30% par rapport ouais. Donc voilà, donc, la disparition, elle se passe socialement, mais aussi évidemment, on le voit sur nos paysages. Donc la gestion du urbanisme, je pense qu'on en parler largement. Donc là, bref, on a pris Vaux-en-Velin, qui est un peu un cas de figure qui est basé à côté de Lyon. Donc en gros, vous avez là vous avez le Rhône, et puis du coup, ce qu'on voit, donc là, c'est une photographie vue du ciel en 1960. En fait, vous notez, vous avez plein de petites parcelles, vous avez quelques habitations ici et ici. Et donc, du coup, il faut retenir un peu là visuellement les couleurs de parcelles. Ça montre en gros que ce sont des petites parcelles. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Et vous pouvez faire ça. Je pense que c'est un moment peut-être pire pour vous. Mais en gros, ce qu'on voit à chaque fois apparaître, c'est une autoroute. Donc là, c'est le périph'. Un étalement urbain, des terres, en fait, vous voyez les carrés qui ont largement augmenté, liés à la mécanisation, le fait qu'on est capable de produire sur des plus grandes surfaces, etc. Et puis des zones industrielles, évidemment. Donc voilà, donc, le chiffre que vous entendez régulièrement, c'est un département tous les 10 ans qui disparaît. L'épuisement des ressources énergétiques et minières, on en a parlé, on a évidemment besoin de production sanitaire et d'engrais azotés pour cette production, et énergétique sur le pétrole. Donc ça, c'est une carrière pour l'engrais azoté au Maroc, c'est là. Et puis ça, c'est une usine pour fabriquer les engrais azotés. C'est un procédé qui s'appelle l'abordage, je ne rentre pas dans les détails. Mais du coup, on prend de l'extraction minière pour produire cet engrais azoté. Là, c'est une usine que vous voyez. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on a besoin d'énergie fossile sur tous les maillons du système alimentaire. Donc on voit l'impact. Aujourd'hui, on a encore une énergie abondante, il n'y en a pas beaucoup, si je peux dire comme ça. Mais on va voir que ça va diminuer avec le temps. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que 80% des énergies fossiles proviennent du pétrole et du charbon et du gaz. Du coup, on a un peu qui vient du solaire aujourd'hui et du nucléaire. Et puis, du coup, ça, c'est la partie utilisation. Donc en fait, ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on consomme de plus en plus on a augmenté notre consommation d'énergie fossile, et on peut se dire que le nucléaire, ou le solaire, ou la biomasse est venu en substitution, mais non, on continue. En fait, plus on a d'énergie, plus on la consomme. Donc ça fait des problèmes de résonance. Aujourd'hui, en France, c'est 30 000 semi-remorques par jour sur 500 km qui transitent. Vous vous rappelez de mon schéma, on a éloigné les outils de transformation, des grandes distributions, etc. Donc c'est 30 000 semi-remorques qui transitent, et je ne parle pas des bateaux, ça c'est en France. Le prix du gaz, on en a parlé, ça c'est une usine du côté du Havre en fait. Avec l'envolée des prix du gaz, en fait, son coût de production était tellement élevé qu'en fait elle perdait de l'argent, donc elle a arrêté sa production d'engrais azotés pendant un temps dédié à la hausse du prix du gaz en attendant que ça redescende. Mais voilà, ça a un impact. Ça a un impact parce que si les agriculteurs ils n'ont pas leurs herbicides, leurs fongicides, leurs engrais à temps, et du coup ça décale la partie de production agricole, voire ça la limite. La disparition des agriculteurs, j'y reviens pas, mais du coup on a beaucoup de... maintenant on en fait de moins en moins, mais le labour du coup a vraiment eu un impact sur la qualité des sols. La population active, je dis quand je me dis que j'ai une chance sur 4 de gagner 600 € à la fin du mois, du coup, je suis pas sûre que ça motive à devenir agriculteur. Donc aujourd'hui, la population, c'est 3% de la population active. Ça représente une personne sur 100 qui travaille dans le milieu agricole. Et ça continue de descendre. Là, vous pouvez regarder, je pense, sur le cratère dans vos chiffres, ça continue de descendre. Qui aussi, de 30 à 3%, c'est lié aussi à la mécanisation, le fait qu'on avait besoin de moins de main-d'œuvre, etc. Je rentre pas dans les thèmes. Donc voilà, les risques majeurs, donc on l'a vu, il y a eu un essai sur est-ce que la crise sanitaire a impacté vos approvisionnements. En fait, la crise sanitaire, si elle avait duré, là je pense qu'il y aurait peut-être eu plus de mains levées. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que la crise sanitaire, il y en a plusieurs qui ont décidé le fait que ça avait permis, on a quand même un système résilient, mais est-ce qu'on a un système résilient avec plusieurs de ces impacts liés les uns après les autres? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Les conflits armés, j'y reviens pas, mais l'Ukraine, par exemple, avec nos produits agricoles étant très exposés au marché international, à la volatilité des prix, etc., du coup, ça déstabilise les marchés.
les blackouts, les coupures d'électricité et puis les crises financières qui peuvent venir impacter. On n'a pas eu beaucoup de problèmes pendant la crise Covid à s'alimenter, hormis quelques mains qui se sont levées. Pourquoi? Je rends à César ce qui lui appartient, parce que les transports n'ont jamais été interdits de tourner, notamment les transports alimentaires. Et c'est grâce au transport routier qu'on a pu continuer d'approvisionner nos centres de distribution. Je veux dire, c'est... Parce que sinon, on était mal. Hein. C'est le seul moyen de les approvisionner. Sinon, on était mal. Et qu'il y a tellement de distance entre les points de distribution que le camion est le seul. Et heureusement qu'on avait des réserves assez abondantes qui ont permis, en attendant qu'on s'organise, de pallier. En termes de stockage, on est plutôt sur des modèles en flux tendu que. Oui, parce que de plus en plus, il y a de moins en moins de stockage d'aliments. Oui, c'est du flux tendu, de toute façon. Il y a un livre qui s'appelle Nourrir l'Europe en temps sur de les crise. stocks, C'est assez impressionnant. C'est juste sur justement le Covid et les il y a eu. Heureusement que ça n'a pas duré plus quelque part, parce que notamment, c'est ce qu'on ne voit pas trop, mais c'est une explosion du tarif du transport maritime. Et avec des difficultés, notamment des bateaux qui se retrouvaient vides d'un endroit de la planète, qui devaient revenir à vide, et du coup qui explosaient, etc. Et ça aurait pu devenir, si ça avait duré plus, ce maillon-là en particulier, le transport maritime, aurait pu devenir très compliqué, et une explosion des coûts. Voilà, donc pour nous, du coup, ce système qui devient complexe, avec les défaillances qu'on a vues, donc qui réalise pas ce que nous on appelle la première fonction, c'est-à-dire nourrir sainement et durablement la population en quantité suffisante, il a ses limites par rapport à ses défaillances et ses vulnérabilités pour encaisser les crises qui vont arriver et pour s'adapter aux perturbations qu'on est amené à avoir. Et puis, nous, on rajoute une troisième notion qui est pour nous vraiment synonyme de résilience alimentaire, c'est en économisant les ressources et en rémunérant correctement le travail des producteurs. Donc ça, c'est un élément essentiel qui vient clôturer, je dirais, cette résilience. Et pas tomber la réunion, bien évidemment, par rapport à cette précarité des agriculteurs. Une étude récente FRSEA sur l'emploi et notamment sur le diagnostic agriculteur. Sachez-le, il y a 17% des agriculteurs qui nous ont dit qu'ils allaient s'arrêter prochainement, donc sur 2023-2024, faute de rentabilité et l'âge, bien sûr, 58 ans sur le territoire, et des jeunes notamment, des très jeunes, qui disent non, on ne peut pas continuer à gagner 600 euros par mois. Et la qualité de la vie aussi, attention. Je n'ai pas voulu agrandir le débat. La qualité de la vie, les gens ne veulent plus travailler 70 heures semaine. Et fini, même les Covid, ils ne veulent plus. Voilà, on est dans une situation de travailler 13 à 14 heures par jour, je ne vous cache pas. On est suradministré, enfin, c'est un peu d'administration, mais c'est vrai qu'on croule sous des dossiers. Et c'est vrai que dans notre vie d'agriculteur, parce qu'on est, et Jean-Pierre aussi agriculteur, je vous avouerai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se bousculent le portillon pour nos places. Exact. Mais il y a aussi sûrement sur cette partie rémunération, on en a parlé sur la répartition de la valeur, il y a sûrement des voilà. Il y a sur anticiper les crises, s'adapter pour anticiper les perturbations. Le modèle actuel, pour le coup, ça a été montré sur le Covid, a pu encaisser cette crise, mais pour avoir échangé avec des gens dans les centrales et les grands magasins, il y a eu des sueurs froides en réel. Ils se sont posé beaucoup de questions pendant cette crise. Donc, si nous, en bout de ligne, on a un sentiment de plutôt c'est ok, ça a été encaissé, dans les milieux professionnels concernés, notamment par le transport, il y a eu des sueurs froides. Et par contre, ça pose plus de questions en termes de modèle et de système alimentaire sur sa capacité à s'adapter pour anticiper les perturbations. Je pense que les actualités sur des moments, voire des cultures qui encaissent les 100% de pertes, des années noires, etc., à répétition, montrent bien à quel point il y a une difficulté dans la vitesse en fait, à laquelle les choses se passent. Et donc, quand on parle de s'adapter, en général, on anticipe des perturbations, on se dit on va changer, il faut accompagner le changement, et là, ça va très vite. Et c'est un des enjeux
de l'adaptation. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais vers où aller? Comment? C'est très anxiogène. Oui, mais en même temps, il faut aussi faire un peu l'état des choses. Hein. C'est des diagnostics qui sont partagés, alors avec plus ou moins, selon où on se place dans le maillon. Vous êtes tous quand même quelque part dans ce système alimentaire, dans les différents maillons. Donc on a souvent une vision. Nous, ce qu'on souhaite montrer, c'est qu'il faut avoir une approche très globale de cette situation pour aussi venir proposer des transformations de système. Et pas uniquement sur des choses et qui risquent, enfin, si on va sur des actions ou des réponses qui sont trop sectorisées ou qui renvoient trop à la responsabilité de certains, on va vers des clivages, on va vers des conflits et on n'avance pas sur le fond. C'était un peu une réaction parce qu'effectivement, je pense que toutes les personnes qui sont autour de la table sont déjà sensibilisées à mon niveau, que ce soit professionnellement ou au niveau personnel et au niveau familial. Dans toutes ces recherches-là, je m'interroge parce que je suis DGS aujourd'hui depuis 2 ans et demi pour une commune. Effectivement, on va jongler constamment avec des injonctions contradictoires. Et donc, je porte la voix aussi du maire que je représente. Est-ce que dans toutes ces études-là, puisque la réaction que j'ai, c'est une réaction purement reptilienne, est-ce qu'il y a une étude Comment on réagit face à ça? Ouais, parce que moi j'étudie ça aussi depuis 2 ans, à titre personnel. Il y a tellement des transformations qui sont exceptionnelles, qui sont énormes, qu'effectivement les modèles que l'on connaît, qu'on imagine dans nos représentations, elles sont plus stimulées, on n'est pas forcément conscient de tout cela. L'objectif, c'est pas forcément de mettre à mal la population qui est déjà submergée par tout un tas d'autres problématiques à gérer au quotidien. Du coup, est-ce que dans toutes vos études, vous étudiez aussi l'étude des comportements sociologiques, comportementaux, etc. Est-ce qu'il y a un degré d'acceptabilité aussi qui est à prendre en considération et d'essayer de... Je pense qu'il y a des... moi, j'ai pas connaissance. Nous, on ne met pas d'études en soi. On va collecter, on fait de la vérification, on fait de la synthèse. Je ne sais pas si toi, ta notion de... J'ai pas d'études, mais là, nous, ça va faire à peu près 3 ans qu'on fait ces conférences-là. Ouais. Je veux dire, c'est comme toute la transition écologique, le premier, c'est le déni, quoi. Juste, je crois que l'ADEME, sans déchaîner parler, non, mais alors, effectivement, oui, il y a des tas d'études qui sont faites, et ces études essaient de nous éclairer sur la manière d'apporter les choses, dans les différentes réactions possibles. On connaît aussi la réaction de déni complet, ou de se dire, de toute manière, on est foutu, donc on finit notre vie pépère et puis on ne change rien. Donc ça va de ça à, au contraire, des engagements très forts en disant on ne veut pas être foutu, donc on y va. Donc c'est étudié. Après, il y a aussi pas mal de travail justement pour accompagner le changement. Je ne cacherai pas que c'est compliqué. Si c'était pas compliqué, on serait déjà bien embarqué sur des voies plus durables. En tout cas, oui. Après, on pourra en discuter peut-être pour pas prendre trop de temps là après, mais c'est quelque chose qui est regardé de près, c'est clair. En fait, parce que... Pour essayer de trouver ce qui peut déclencher Alors, sur la Dracénie, donc j'appartiens à la Dracénie Provence-Vercors Agglomération, on a lancé avec la ville de Draguignan et la ville de Trans-en-Provence que je représente, et le CNFPT, une formation sur la transition écologique et la transition intérieure. Parce que, en fait, du coup, et former l'ensemble des agents A, B, C, toutes catégories, à aussi comprendre que quand on parle de CRTE, PSCMT, PAT, c'est des abréviations, c'est qu'est-ce que c'est. Et en fait, on a besoin de toutes ces mains de part et d'autre. Donc, du coup, on est en train de... C'est une première en France, on est en train de mettre en place ce mouvement-là aussi, d'acceptabilité, de changement des comportements, et comment devenir acteur et devenir des héros dans nos vies quotidiennes, parce que sinon, en fait... La complexité aussi qui peut être... il y a différentes choses qui ont pu être documentées quand même.
sur les questions du changement de pratique notamment, c'est des effets notamment qu'on appelle dépendance au sentier, c'est-à-dire qu'on va être finalement organisé d'une certaine façon, collectivement, qui fait que on met du temps à changer une organisation, un système, un modèle, et qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain. Je vais y revenir, ça fait partie des choses qu'on en parle, mais du jour au lendemain, on change, mais ok, mais qu'est-ce qu'on fait de tous ces investissements en bâtiments, en infrastructure, en emploi, etc. Donc ça demande de la planification, en fait. Pour ça, ça demande aussi un agenda politique. Vous en avez très bien parlé au début, c'est que nous, on est dans le blabla, là, on n'est pas venu avec des financements, hélas, on aimerait bien, mais à un moment donné, c'est pas à la personne de juste faire le chemin. Oui, tout le monde doit prendre conscience, mais c'est aussi collectivement, politiquement, qu'il y a des agendas à prendre et qu'il y a des financements à mettre en place. Donc, juste pour ramener ça, j'enchaîne, je vais passer un peu vite là-dessus parce que l'idée après c'est qu'il y a un atelier où vous allez discuter entre vous, parce que nous on amène des choses très globales, très macro, très système français. Vous connaissez votre territoire, les bases, etc. Donc ça va être votre temps après de venir essayer de comprendre comment ces choses s'expriment dans le débat. Vers où aller, donc il y a plusieurs études qui essayent de comprendre justement comment on change de modèle, vers quel type de modèle on pourrait aller pour continuer à nourrir la population avec le moins d'impact négatif, c'est-à-dire le moins de diminution en quantité, le moins de baisse en diversité ou en qualité de la nourriture. Il y a eu les travaux de Solagro qui sont quand même déjà assez connus et assez anciens finalement, 2016. Il y a aussi le travail de IDRI à l'échelle européenne, qui se sont posé les questions de comment on peut transformer le système alimentaire pour nourrir la population sur d'autres pratiques. Et il y a aussi les équipes de professeur Bidern à Paris qui a fait ça à l'échelle nationale et européenne. Je passe assez vite. Globalement, les trois axes reposent sur ce qu'on appelle la transition alimentaire, c'est que en fait, c'est inévitable, il va avoir des modes de consommation qui doivent évoluer. La transition agricole, c'est qu'en termes d'organisation de notre agriculture, de modèle de production, on doit aussi avoir des choses qui évoluent. Je vais revenir vers ce qu'il propose. Et les systèmes alimentaires territoriaux, c'est-à-dire qu'il y a un besoin de relocaliser un certain nombre de systèmes, parce que la relocalisation fait partie des critères de résilience, avec la redondance des équipements et l'autonomie, notamment à différentes échelles. Autonomie à ne pas prendre comme autarcie. Autonomie au sens où on a du contrôle sur nos organisations. C'est-à-dire on maîtrise mieux nos approvisionnements, on maîtrise mieux à quel prix, on maîtrise mieux tout ça. Ce qu'on entend aussi derrière le terme souveraineté. Du coup, je suis quoi au niveau du temps? On est comment? On est dans les choux depuis un peu. C'est là que ça devient intéressant. Alors, pour la transition alimentaire, un sujet très tabou, enfin clivant en tout cas dans notre société, c'est manger plus végétal. Pourquoi manger plus végétal? En gros, ça veut dire ne plus manger de viande, on est d'accord. Je vais tout de suite poser ça d'emblée, c'est pas un argument. D'abord, ce n'est pas un argument idéologique contre la viande ou l'élevage, c'est une nécessité d'évoluer sur nos modes d'élevage, notamment parce qu'aujourd'hui, la majorité de la viande qu'on consomme est issue d'élevage très concentré, très spécialisé, industriel, et c'est ces types d'élevage-là qui vont avoir le plus d'impact. La surface nécessaire pour nourrir les animaux représente une grande partie, je crois que c'est 80%, 77% de nos surfaces pour l'alimentation animale, donc ça a un impact. Alors sur cette surface, évidemment, il y en a une moitié qui est dite peu productive, c'est-à-dire que de toute façon on n'aurait pas pu valoriser par autre chose. Typiquement dans les préalpes, etc., des terrains de garrigue, de langue, etc. Donc ça évidemment, on ne va pas aller... c'est valorisé par l'élevage, et l'élevage a cette force-là de pouvoir valoriser des espaces qui ne peuvent pas l'être par d'autres cultures. Mais par contre, l'autre moitié des surfaces pourrait être valorisée par d'autres cultures plus efficaces en termes énergétiques pour nourrir les humains. Donc les objectifs au niveau INRA ou Global Security, quand on fait des estimations, ce serait d'arriver à réduire par 2 le volume
de viande qu'on mange en moyenne par habitant. Au début du XXe, c'était à peu près 20 kg de viande, il me semble, pour la France. Aujourd'hui, c'est plutôt autour de 90-100 kg par Français par an. Donc à ce niveau-là, finalement, on voit qu'on a un peu de marge. Et c'est de la moyenne à nouveau. Hein. Tout le monde a des régimes carnés différents. Mais tout le monde n'a pas d'effort à faire. Je voudrais juste rebondir sur un truc, parce que je viens de finir une étude sur la filière élevage, et en fait, ce qu'on se rend compte aussi, c'est que, juste en termes individuels, souvent on dit ah, je mange moins de viande chez moi, etc. Mais en fait, la consommation de viande, elle se reporte sur la restauration hors domicile. Et la restauration hors domicile, c'est là où on maîtrise moins l'origine. Et du coup, souvent ce qui se passe, et ben en fait, il y a un report de viande qui se fait en restauration hors domicile, principalement sur des origines qui viennent d'ailleurs. Donc, je tiens à juste préciser ça, parce que souvent, dans l'imaginaire, j'entends souvent des gens qui me disent ah, j'ai arrêté la viande, ok, et on va à la boulangerie, et là ils achètent le sandwich avec le poulet découpé en petits cubes trop bien là. Et là je me dis ah ouais, donc voilà, donc je tiens à mettre ce point sur ça. Donc ça, on trouve quand même globalement des études qui s'intéressent au sujet à ce niveau-là, un consensus là-dessus. On a ensuite, sur les questions de la transition agricole, on a alors, pareil, on a parlé de l'agroécologie. À nouveau, je vais préciser le terme, puisqu'il peut être perçu comme quelque chose d'un peu type permaculture ou autre. Là, il n'est pas question de ça, il est question d'adapter les pratiques agricoles par des principes et des techniques et des savoirs de l'écologie. En gros, ça repose sur travailler sur la préservation des sols, de l'eau et du vivant, au sens où on se rend compte, avec l'écologie, que la bonne qualité de ces éléments-là permettent un bon rendement et une meilleure résistance, surtout résilience finalement, des systèmes agraires face au changement climatique, par exemple, à des nuisibles et autres. Sobriété dans l'usage des intrants, ça ne veut pas dire arrêter les intrants, mais vous en avez déjà parlé, c'est revoir notre usage des intrants, mieux l'amener au moment où il faut, et puis diversification à tous les niveaux. Moi je vois par exemple, j'ai aussi une activité de raisin de table, je fais du raisin, et je suis les travaux d'un viticulteur qui met des cochons dans ses vignes, et qui vont avoir un travail de labour en fait, par cochon, et ensuite on mange les cochons. Bon, c'est le genre de choses, ça paraît... mais en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui travaillent là-dessus pour... Ce qu'on a fait pendant des siècles. Oui, alors avec des échelles, l'idée c'est pas de revenir non plus à des modèles totalement autonomes ou de l'agriculture vivrière, c'est de garder des pratiques d'agriculture qui sont quand même positionnées sur des débouchés commerciaux. Donc là, il y a la question des couverts végétaux, polyculture élevage et d'associer les cultures de peut-être en extérieur, et puis voilà, j'ai l'agroforesterie, donc là c'est associé parce que ce qu'on disait sur la biodiversité par exemple, c'est que le principal impact, enfin, la principale cause de la chute de la biodiversité, c'est surtout la question des habitats en fait. Alors oui, il y a la question des... j'avance, on est dans les choux. Il y a la question des phytos, mais en fait, en termes de la cause la plus importante, c'est l'uniformisation des paysages et des cultures à des très grandes échelles. C'est ça qui va vraiment avoir un impact. Donc là, c'est l'idée de ramener de la diversité, ramener des éléments paysagers dans l'agriculture. Systèmes alimentaires territoriaux, donc là c'est la relocalisation. Essayer d'avoir une organisation territoriale de notre système avec le plus possible retrouver des maillons tels que transformation, distribution à des petites échelles et par exemple sur les abattoirs, ou sur les laiteries, on est allé de façon croissante vers une réduction des outils de transformation dans le territoire avec une concentration économique associée. Et donc pour des éleveurs par exemple, si on prend les vaches comme exemple, ça peut vouloir dire quand même la complexité pour faire abattre les bêtes, beaucoup de kilomètres, voire l'absence de contrôle sur le choix avec qui je vais travailler pour faire abattre les bêtes. Ça a un impact aussi important.
Ce qui aurait été intéressant aussi, c'est de savoir pourquoi on en est arrivé là. On est arrivé là parce que pour faire tourner un laboratoire, il faut tant de centaines de milliers de têtes d'abattage pour équilibrer les corps, et que souvent il y a eu le regroupement de plusieurs petits abattoirs pour faire un abattoir régional. Il y a cette dynamique de fond, effectivement, qui peut se résumer avec un mot-clé qui est l'économie d'échelle, qui guide un peu les organisations et nos modèles, effectivement, et qui amène à ce genre de questions. Mais là, on dit les directions. Après, une fois qu'on a dit ça, je passe un peu, c'est facile à dire, mais comment on y va et pourquoi on n'y va pas aussi. C'est-à-dire que quand on a fait ce deuxième rapport qui va y au grain, l'idée c'était un peu de dire, quand on regarde la littérature, qu'on écoute les gens qui bossent là-dessus depuis 50 ans, parce que dans la recherche quand même, c'est des sujets qui sont traités depuis bien plus longtemps que 5 ou 10 ans. On voit qu'on a un constat sur ces défaillances et vulnérabilités de notre système. On voit qu'on a aussi de plus en plus de consensus vers les grandes voies, alors je n'ai pas détaillé, mais il faudrait rentrer dans le détail, sur les grandes voies de transformation du système. La question c'est pourquoi on n'y va pas et pourquoi c'est si difficile à y aller. Et donc là on s'est dit il faut qu'on essaie de comprendre les verrous. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui rend difficile en fait le changement de pratique, le changement de système, pardon. Donc on en a déjà parlé, vous en avez déjà parlé dès l'entrée de la conférence sur les questions de règles de commerce international et de libéralisation de nos marchés, qui vont rendre compliqué en fait les changements de pratiques en locaux parce que ça va avoir des effets sur les prix. Ce que j'ai pas dit avant, c'est que toutes les grandes voies de transformation, ce qui fait consensus aussi, globalement on a des baisses de rendement et on a une augmentation du prix de l'alimentation. Et donc ça c'est quelque chose aussi, alors je suis désolé, c'est peut-être un anxiogène à nouveau, mais c'est aussi quelque chose sur lequel il va falloir s'accorder parce qu'on ne va pas avoir beaucoup de choix autour de ces deux aspects-là, baisse de rendement et augmentation du prix. Et la question c'est comment on l'encadre, comment on fait avec. Il faut revoir les règles. Le process entre de l'offre et de la demande pour rien encadrer. Il faut du cadrage. L'idée, c'est ça pour nous, c'est qu'on considère qu'en retravaillant sur du cadrage, de la régulation finalement, et donc on peut faire sauter un certain nombre de verrous pour valoriser justement des choix qui seront nationaux sur ces questions-là. Il y a l'héritage industriel, on en a déjà parlé, mais qu'est-ce qu'on fait de ces ça c'est un poulailler, c'est un très gros poulailler, c'est structure, ça coûte beaucoup d'argent, ça a demandé beaucoup d'efforts pour l'agriculteur et les banques et derrière l'endettement, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi je sais que par exemple, j'habite en Drôme, on travaille avec Valence Roman Aldo sur la transmission des très grandes fermes. Il y a des très très grandes fermes, notamment en arboriculture, qui représentent un montant et la gestion de personnel énorme, mais derrière on n'arrive pas à avoir des repreneurs. Les gens, effectivement, comme vous disiez, arrivent à la retraite ou financièrement, je vois dans la clairette, tout s'écroule, donc on vend tout. Donc là, il y a une question de qu'est-ce qu'on fait de cette situation-là. Il ne faut pas laisser ça comme ça, il faut accompagner, trouver les moyens de reprise, de renouvellement, etc. Et ça, c'est un gros verrou. Ensuite, il y a la question de la précarité alimentaire. Comme je le disais juste avant, il va y avoir des questions sur le prix. Il faut vraiment s'attaquer, je pense, à la question du prix, tous ensemble, consommateurs et producteurs et entrepreneurs de transformation. Parce que, effectivement, l'augmentation du prix de l'alimentation peut avoir par ricochet l'effet de renforcer la précarité alimentaire. Donc, à nouveau, on va voir, il y a des idées pour encadrer tout ça. La concentration du pouvoir économique et politique, ça évidemment, si on a un système, c'est ce qu'on appelle les effets de l'oligopole ou de monopole en économie, si on a des systèmes, d'ailleurs on est dans des systèmes économiques, a priori c'est l'antithèse de la libéralisation. Moi j'ai fait des études en économie, quand on regarde un peu comment c'est concrètement, on se dit ah bah oui, alors on est mal parce qu'on a des acteurs qui concentrent tellement la négociation, en fait, ils ont une capacité d'instaurer leur choix, que ce soit d'un point de vue commercial, si tu refuses, je ne te livre pas, si je résume très bêtement, que ça rend compliqué, finalement, il faut s'assurer qu'eux veulent bien que tout change. Mais a priori, ils sont dans une situation où ils n'ont pas trop intérêt à ce que tout change. Donc, il faut travailler avec la grande distribution. Il y a différentes pistes pour. On n'a pas proposé dans les On n'a pas proposé dans les
Mais en tout cas, c'est une situation sûrement, si on objective la situation, sûrement économique et politique, qui est problématique, qui pose un verrou au changement de ce système. Et pareil, se méfier de la responsabilisation individuelle dans un contexte où finalement on voit bien qu'il y a un enjeu à changer les règles du jeu et les cadres, etc. Voilà, on a un petit résumé de tous les verrous, vous voyez, il y en a pas mal. Je n'ai pas tout dit, mais globalement, il y a ça. Il y a aussi les questions d'identité professionnelle. C'est quand on s'est construit dans un modèle, on le voit en agriculture, on dit souvent qu'un changement de pratique intervient quand il y a un changement de génération. C'est plus facile en fait, parce qu'on se construit par rapport à notre formation, à notre époque, à nos références, et puis tout remettre en question du jour au lendemain, c'est compliqué, et souvent un passage au bio par exemple peut arriver quand il y a un changement de génération. Voilà, on arrive, mais que faire concrètement? T'as besoin de combien de temps, Louis? Je sais pas. Mais je présente juste l'échelle nationale et après. Après on passe à ce qui se fait localement peut-être? Oui, ça serait bien d'avoir un petit éclairage quand même pour rassurer aussi et pour montrer qu'il y a plein de choses qui se font et qui permettent de répondre à certains de ces enjeux-là quand même. En fait, on voit bien que on s'est interrogé, on avait d'abord travaillé sur la question de qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle des collectivités locales. Parce qu'on s'est dit, en fait, l'alimentation, ce qu'il faut avoir en tête, autant le logement, la santé, etc., c'est une compétence publique, il y a une attention à ce que les gens aient un toit sur la tête et puissent se soigner. C'est pas le cas pour l'alimentation, ou très peu, via les règles économiques, par exemple la défiscalisation pour l'aide alimentaire, mais tout ça réside finalement dans la capacité d'un secteur économique à s'organiser pour offrir l'alimentation. Et donc on s'est dit, quand les collectivités, notamment avec les PAT, réfléchissent à ça, souvent on entend mais on n'a pas la compétence, administrative, etc. Et là on s'est dit oui, mais en fait il y a plein de compétences qui permettent d'intervenir sur ces questions-là. Finalement on a un peu abordé des questions de gestion de l'eau, d'aménagement, et toutes ces questions de foncier, même d'économie, en fait, à différents échelons, on peut retrouver la compétence économique. Et donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qui est à mettre en avant pour des collectivités? On a commencé par ça. Et puis après, on s'est dit, mais à l'échelle nationale, si on devait choisir 3 grandes actions, quelles seraient-elles? Alors, on a sur la question de la précarité alimentaire, mais pas que. Il y a la question le projet de la sécurité sociale de l'alimentation, qui nous a particulièrement touché justement parce qu'il y a cette idée de ramener l'alimentation dans une préoccupation sociétale et prise en charge par la responsabilité de l'État, etc. Socialement, collectivement, on rajoute une branche à notre sécurité sociale et on trouve qu'en termes de projet de société, on répond à un enjeu quand même qui est énorme. L'autre aspect qui est intéressant, c'est qu'en faisant ça, vous pouvez aussi intervenir et proposer via un conventionnement de flécher de l'argent, très concrètement, un marché, on pourrait dire, captif, entre guillemets, qui serait celui de la sécurité sociale alimentaire pour certaines filières agricoles qui répondraient à des enjeux de pratique, etc. C'est là où c'est intéressant, c'est que ça peut devenir un outil qui répond à la fois aux enjeux du milieu agricole, la transformation des modèles agricoles, et à la fois des enjeux de précarité alimentaire autour d'une solidarité via la cotisation et qui aborde très concrètement la question du prix. Donc on a rejoint le collectif pour travailler là-dessus. Il y a 3 grands piliers. Tu veux... 3 piliers. Ouais. L'universalité, pour tous et tout le monde. Le conventionnement démocratique, c'est de dire, voilà, on réfléchit à ce que le conventionnement, donc ce qui est préfléché en termes de filière, en fait ce soit les territoires qui réfléchissent à quels sont les enjeux sur leur territoire à eux, donc plutôt à une échelle locale, et puis le financement solidaire via la cotisation. Donc là-dessus, on a un collectif national avec des organisations qui essayent de faire valoir cette idée-là, mais en même temps, il y a des initiatives locales qui se disent, bon, en fait, comment on fait un conventionnement, comment on fait une cotisation, etc. Mais je pourrais revenir plus tard parce que j'en détaille une. Moi j'ai juste une question. Les majors de l'industrie agroalimentaire, ils ont d'argent
Ils sont pas, si chez le parallélisme avec la santé, on a les majeurs de l'industrie pharma, on ne peut pas faire quelque chose pour prendre les sous là où ils sont. Mais il y avait la Russie, mais. Avec dans la boucle, quoi. Oui, c'est à double tranchant. C'est gentil de dire. Non, mais c'est la taxe sucre, c'est ce genre de. Voilà, on est Il y d'accord. a des choses qui se mettent en place, mais il faudrait que ça. Faire tout porter aux Ils sont hyper taxés dès qu'ils mettent un gramme dessus, ils payent les taxes. Il faut moins de cher, mais le grade, Oui, on est d'accord, hein, le projet de sécurité sociale ne repose pas sur l'individualité. Après, pour la sécurité sociale historique, ça s'est mis en place à la Première Guerre mondiale par une volonté politique et aussi une situation historique particulière. Mais auparavant, il y a eu 40 années de caisse de travailleurs. Il y a eu une histoire avec des gens qui se sont aussi mobilisés sur un sujet. Donc, je crois qu'il ne faut pas opposer les deux, il faut faire la fois. Parce que dans le club de gens qui pourraient être dans cette idée, on peut aussi aller chercher ceux qui sont à l'origine. Dans votre écosystème. Mais oui et non, c'est-à-dire que oui, ils ont une force de frappe qui est nécessairement intéressante, mais ils ont aussi une capacité, on le voit avec, si je reprends l'aide alimentaire, la sécurité sociale alimentaire s'est aussi construite sur une critique du fonctionnement de l'aide alimentaire autour de la défiscalisation des dons qui étaient faits par la grande distribution, qui, de façon indirecte, du coup, est intéressante pour la grande distribution puisqu'elle lui permet de continuer à reposer sur des surplus. Il faut voir que c'est la capacité de la grande distribution à proposer des produits à faible prix. Pourquoi M. Leclerc est sur la radio en disant qu'il défend les pauvres en faisant de la bouffe pas chère? Mais parce qu'il peut faire beaucoup de volume et peut avoir beaucoup de pertes. C'est l'économie d'échec. Ça repose là-dessus, c'est son niveau de concentration. Quand il sera à ce niveau-là et de monopole, il aura la capacité d'avoir ce discours qui est, à mon sens, assez hypocrite au final. Voilà. Donc c'est oui et non, il faut tout le monde n'est pas là-dedans. Hein. Moi je sais que localement je peux travailler avec par exemple des super rues, avec des gérants de magasins qui peuvent avoir des pratiques, etc. Donc, j'ai cité super rues, ça doit être d'autres. Mais il faut pas être non plus naïf, quoi. Il y a des enjeux de pouvoir. Du coup, à l'échelle territoriale, on fait une intervention. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être présenter ça. On avait prévu en fait que chacun des PAT qui étaient représentés ici vienne illustrer le fait qu'on soit déjà dans une démarche de résilience d'une certaine manière. Bon, on peut essayer d'écourter ce temps-là, je pense, et puis rester concentré sur la présentation, c'est bien. Du coup, la complexité de la notion de résilience, c'est qu'elle ne concerne pas que la question de l'offre et de la demande et de l'approvisionnement. C'est une thématique qui ne doit pas nous faire oublier que les conditions de production, les conditions de travail sont remises en cause par un certain nombre de vulnérabilités et que aussi notre système est défaillant sur un certain nombre d'autres. Donc on doit s'intéresser à comment on peut agir à la fois sur des questions plus d'approvisionnement, comme simplifier et raccourcir la logistique d'achat, développer des outils, des locaux de stockage et de transformation, monter des plateformes de distribution à des échelles comme les départements. Il y en a en Provence à Côte d'Azur. Mais il y a aussi des actions à porter sur la préservation des terres agricoles, la gestion de l'eau, diversification des variétés cultivées, etc. Enfin, il y a aussi des actions à porter qui, a priori, peuvent nous paraître plus éloignées en fait, du sujet. Et c'est là où c'est pas toujours évident, notamment je prends l'exemple des déchets, ou même des pratiques d'autoconsommation, qui sont pour le coup à l'échelle des habitants. Mais à leur échelle, ces actions-là vont favoriser la résilience alimentaire d'un territoire. Je vois moi j'ai plus travaillé sur des territoires ruraux. C'est vrai qu'on est dans des situations différentes entre ce qu'on est en ville ou en ruralité. Mais j'ai pu voir des territoires, des communautés de communes par exemple, avoir un système de gestion des déchets verts, des déchets de restaurateurs, etc., avec du compostage, remise à disposition, tout ça. Ils ont une capacité à maintenir la matière organique sur leur territoire qui est assez hallucinante. Oui, sur l'eau, c'est une organisation, une volonté politique, ils se sont mis là-dessus, maintenant c'est assez, ils ont réussi à diminuer le volume des poubelles par 2, mais ça a à voir en fait, bizarrement, mais très indirectement,
grâce au maintien de la matière organique sur le territoire, ça a à voir avec tout ça. Et c'est pour ça que c'est pas toujours évident je trouve que des fois il y a des leviers qui me paraissent un peu éloignés du sujet, mais je sais que par exemple, sur la gestion de l'eau, il y a aussi qu'on a parlé de transition alimentaire et par rapport à l'alimentation, enfin la production agricole qui vise l'alimentation animale. Il faut aussi avoir en tête, moi je suis dans une région où c'est très irrigué par le Rhône, que en fait une partie de la production qui est là, enfin une grosse partie en fait, va être exportée, et quelque part en fait c'est aussi de l'eau qu'on exporte. Et quand on parle d'avoir une gestion intégrée de l'eau, une réflexion sur la gestion de l'eau, c'est de se dire ok, on a de l'eau, il faut faire attention, on en a peu, pas beaucoup, comment on l'utilise, où est-ce qu'on la met et où est-ce qu'elle va se retrouver ensuite quand elle est en termes de matière organique ou de produit. Donc ça va à ces différents niveaux. Tu veux ajouter des... Ouais, sur le foncier agricole, pour moi c'est quand même un enjeu aujourd'hui d'installation agricole. On voit qu'il y a des territoires, je suis notamment sur un territoire, la vallée de la Sarthe, des grosses fermes, difficulté à reprendre, des agriculteurs, on parlait de changement de transition entre agriculteurs, des agriculteurs plutôt en conventionnel, des repreneurs qui sont plutôt en agriculture biologique. Il y a un peu une confrontation entre deux modèles. Et en fait, ce qu'on voit sur ces territoires, ce qu'ils ont mis en place sur ces territoires-là, ils ont mis en place des formations pour les élus. Ensuite, ils ont monté une foncière agricole. Et en fait, le fait que les élus des communes soient formés à la compréhension des enjeux agricoles, eh bien, il y avait une discussion avec les agriculteurs. Et en fait, tout se joue aussi sur le lien en fait, et la connaissance du territoire. Et les élus, même à une échelle commune, et j'y tiens sur le foncier, ils ont vraiment un rôle pour accompagner aussi la transmission et mettre en lien des gens qui veulent s'installer sur le territoire dans des types de production et derrière à mettre en lien avec les agriculteurs. Donc parfois aussi c'est pas que je veux dire, des gros modèles qui peuvent prendre du temps et souvent en PAT quand on est mobilisé c'est mais est-ce que vous n'avez pas une action court terme efficace et ben en fait déjà rien que la mise en lien, que tout le monde comprenne bien quels sont les enjeux et qu'on se mette d'accord là-dessus, ben, franchement c'est déjà beaucoup et il y a beaucoup de territoires du coup, qui évoluent là-dessus, surtout sur la partie foncier. Les outils locaux et de transformation, il y a une question un peu qui avait été posée là, comment on fait pour toucher les géants de l'agroalimentaire? Ben, une échelle territoriale c'est quand même compliqué, ils ont déjà leur flux, ils ont déjà leurs usines. Donc ce qu'on voit parfois sur le stockage local alimentaire, c'est que les territoires, ils veulent souvent, alors moi le cas que j'entends tout le temps, c'est la sacrée légumerie. Mais en fait, il y avait la chambre des métiers qui est là. Et ben en fait, moi j'ai vu dans des territoires là du côté du Cher, et ben en fait ils ont travaillé avec 4 bouchers pour produire les steaks hachés des restaurants scolaires. Et en fait, il y a déjà des outils disponibles. Il faut juste se mettre autour de la table, juste aussi avoir l'envie, mais se mettre autour de la table parce qu'il y a des outils qui existent. Et donc là, dans le Cher, avec côté de Bourges, du coup, trois bouchers, il y en a un qui produit le lundi, l'autre le mercredi et l'autre le vendredi. Et donc, ils ont réussi à s'organiser. Donc, c'était la transition pour passer au PAT. Juste pour aussi un petit message positif. Moi, j'ai commencé à travailler sur ces questions d'alimentation dans le territoire, transition en 2009, en 2007 même. À l'époque, j'étais à Marseille, pas très loin d'ici. Je travaillais sur les AMAP. Et puis finalement, il y a eu la mobilisation du conseil régional à l'époque, il y a eu un observatoire des circuits courts. Et puis on regardait, c'était beaucoup les circuits courts, la mobilisation. Quand je vois aujourd'hui, en 2023, tous ces PAT, toutes ces réflexions que la Chambre des métiers va avoir une chargée de mission sur les transitions, etc., bah, moi je trouve qu'il y a quand même du chemin qui est parcouru. Je trouve que dans tous les maillons, il y a de la réflexion. Et je pense que c'est compliqué, on a un peu un schisme en nous entre le besoin de voir des choses à devenir assez radicales parfois en termes de changement. Et en même temps, bah, il y a beaucoup de choses qui doivent prendre cette durée. Et si on se retourne un peu en arrière et qu'on regarde 15 ans en arrière, ben, les niveaux de discussion, les sujets sur lesquels on est dans ce genre de réunion ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc ça, je trouve que c'est assez encourageant.
Et puis pour les PAT, je voulais dire aussi que c'est intéressant quand il y a différents niveaux qui se parlent. Moi je sais que dans la Drôme, il y a plein de pareils de PAT à différents niveaux, des comités de communes. Il y a aussi un PAT départemental qui fait un travail de mise en relation des différents PAT et qui fait aussi un travail à côté avec la CCI, on parlait tout à l'heure, mais un peu plus business finalement, de mettre en face les gens et de dire comment on peut favoriser les appros et les débouchés. Donc voilà, je trouve qu'il y a des choses qui s'organisent à différentes échelles et il ne faut pas perdre ce truc-là. C'est-à-dire que je pense que ce qui est important, c'est vraiment d'avoir cette notion d'articulation des échelles pour le système alimentaire. On ne peut pas fonctionner uniquement à l'échelle de notre communauté de communes ou même à l'échelle du département. On le voit, il y a des dépendances au territoire voisin. Il y a un état des spécialisations qui est tel que de toute façon, on ne peut pas rediversifier tout en un claquement de doigts. Et c'est peut-être pas souhaitable d'ailleurs. Et pas possible aussi en fonction des conditions climatiques. Donc voilà, je trouve que moi il y a des choses qui se passent et on va d'ailleurs les écouter tout de suite.